cher Ahmed, est-ce qu'on laisse la place à quelques questions ou est-ce que tout le monde est tellement saturé? Voilà, il y a une question. Il y a quelques questions, tout à fait. Est-ce qu'on peut faire circuler les micros? Ah oui, d'accord. Oui, merci. Je voulais intervenir en relation surtout avec l'intervention du professeur Augusto Mateus sur la question des compétences et des connaissances et son importance dans ce moment pour la globalisation et pour le Maghreb. C'est vrai qu'elles sont facteurs de production, c'est le futur pour faire de la valeur ajoutée. C'est vrai aussi que le plan stratégique 2007-2015 au Maroc pose précisément comme la proue, disons, du bateau compétitivité, le capital humain. Alors nous savons tout cela, mais il y a une certaine contradiction, et c'est ma question que je voulais vous poser, entre toutes nos connaissances théoriques. Nous savons qu'il faut faire l'économie fondée de la connaissance, nous savons qu'il faut entrer dans les chaînes de valeur globales, nous savons qu'il faut travailler dans le méso et le micro depuis l'État pour arriver à cette compétitivité, mais sur le plan international et sur le plan national, de temps en temps, nous ne trouvons pas la discussion, ni l'échange d'idées, ni la construction nécessaire. Alors je vous demande justement, est-ce que c'est nous-mêmes qui voulons rester dans l'ignorance ou est-ce qu'on veut nous laisser dans l'ignorance? Parce que la bataille ne se joue plus aux douanes, elle se joue dans les chaînes de valeur ajoutée. Mais si c'est comme ça, alors il faudra non pas seulement de la théorie, mais il faudra des experts méso-micro au niveau des nations, au niveau global et international pour trouver les solutions. Alors je vous pose un peu pourquoi ce décalage entre la théorie et ce qu'on est en train de discuter au niveau international. Merci. Le principal problème, c'est que l'innovation se passe avec des gens simples, des entreprises simples dans les marchés, en direction aux besoins des populations, des entreprises, des territoires. Très souvent, quand on parle de science et de technologie, on va dans l'autre direction. On va sur les bases fondamentales du travail scientifique, de l'investigation plus lourde. C'est très important, mais si nous allons vers le haut, il faut avoir l'idée que les exigences de masse critique sont très fortes. Et là, pour le Maghreb, comme pour l'Europe du Sud, par exemple, il faut être très spécialisé. Il faut bien savoir où on a des véritables atouts pour concentrer des ressources humaines, financières, qui ne sont pas si abondantes. De mon expérience, je crois que la solution pour votre problème, c'est une solution axée sur quoi? Axée sur deux choses, des réseaux internes et des réseaux internationaux. Et des projets avec le support des politiques économiques et des subventions publiques et des projets de société, des projets de citoyens, d'entreprises, d'universités. Ces deux types de projets doivent lier réseau interne et réseau international. C'est-à-dire, il faut, dans les technologies, dans les savoirs, dans les compétences, qui nous sont utiles, pourquoi? Par exemple, si on fait bien de la céramique, dans la globalisation, il faut faire la céramique qu'on sait faire, il faut faire la céramique pour réhabiliter les villes anciennes telles qu'elles étaient, mais il faut faire de la céramique qui imite le bois, qui imite le métal, qui peut être, disons, un facteur de créativité et de différenciation. Pour cela, il faut être très bien positionné du point de vue scientifique et technologique. Et seulement quand on lit les universités, les centres technologiques, les fournisseurs d'équipements, les entreprises de toute taille, dans des réseaux internes, mais avec expression internationale, on peut avoir du succès. Alors, très souvent, par exemple, des politiques correctes comme l'agenda de Lisbonne, au sens général, deviennent incorrectes
car on ne cible bien pas les choses, on ne focalise pas, et le rapport de Wim Kok que Christian de Boissieu évoquait, c'est très clair dans ce sens. Alors, il faut respecter les petits zéros de tous les pays, c'est-à-dire ceux qui, dans l'adversité de la globalisation, dans l'incertitude, dans nos sociétés qui, avec les problèmes de vieillissement, d'environnement, subissent des problèmes de cohésion, d'inégalité. Dans toutes ces situations, il faut faire de cela ceux qui sont entrepreneurs, ceux qui développent des processus nouveaux, ceux qui essayent de porter de nouveaux produits au marché. C'est la cible de l'innovation et des politiques de sciences et de technologie. Si au contraire, on met les ressources dans les autres choses qu'on peut appeler, on travaille sur des conditions, mais on n'aura pas de résultats, car le processus reste pas assez démocratisé du point de vue d'une économie basée véritablement sur la connaissance. Merci. Oui, il y a deux questions. Merci, Monsieur le Président. Je demande la parole en tant que doyen de la faculté d'études arabo-islamiques et de la Méditerranée de l'Université orientale de Naples, qui porte son attention sur le Maghreb et l'Afrique depuis quelques siècles. Et je désire poser une question, mais surtout une préoccupation à M. Ben Mokhtar dans cette direction. La globalisation, par rapport aux sociétés à économie agricole et pastorale, et surtout lorsqu'elle est touchée par le nomadisme, constitue le passage extrême de la tradition à la modernité et peut représenter naturellement le risque de la mise en crise des valeurs traditionnelles, culturelles, linguistiques, morales, etc. Le professeur Ben Mokhtar a eu l'amabilité d'évoquer l'importance d'un réservoir de chercheurs au Maroc. Alors je lui demande, quel est, à son avis, le rôle de l'université, de la collaboration académique internationale pour protéger les sociétés agricoles, les sociétés traditionnelles de l'Afrique du Nord en général, du Sahel aussi, contre le risque de la destruction du patrimoine culturel ancien, qui s'est alimenté ici aux civilisations les plus grandes que l'humanité a produites, la civilisation grecque, la civilisation latine, phénico-punique, arabo-musulmane, etc. C'est ça ma question. Merci. Seul, hein. C'est automatique. Si, mais il va régler, Il faut que vous parliez, Oui, celui-là, il marche. Merci pour votre question. Elle est d'importance. Il est vrai que dans une vision, je dirais, de développement qui est axée sur l'avenir, sur le futur, on a tendance, évidemment, à vouloir, disons, brûler les étapes et aller tout de suite vers, évidemment, ce qui est le plus avancé, ce qui est bien entendu possible dans le pays, parce que nous avons de telles disparités, je dirais, entre sociales, mais aussi des disparités de connaissances, qu'on est en fait à cheval sur plusieurs niveaux. Mais ce qui est important, c'est d'essayer de pousser de plus en plus l'interdisciplinarité à l'intérieur des universités. Et ça, c'est un effort qui, évidemment, n'est pas évident. Je sais que dans mon université, c'est le cas, puisqu'il y a une interdisciplinarité totale entre les gens qui font la technologie et les gens qui font les sciences humaines et les sciences sociales. Et pratiquement tous les projets de recherche, on y trouve des gens des sciences sociales qui sont impliqués. Ça d'un côté. La deuxième chose qui est extrêmement importante, qui est en train de se développer aussi aujourd'hui, c'est cette notion de développement local et de développement des territoires et développement des populations. Ce sont trois concepts qui sont différents, mais qui sont tout à fait complémentaires. Et dans ce cadre-là,
évidemment, on tient compte de plus en plus, je dirais, des spécificités, je dirais, humaines. Et il est vrai que nous avons énormément de projets de recherche aujourd'hui qui vont dans ce sens-là et qui voient comment est-ce qu'une population, par exemple, tout à fait agricole, peut en quelque sorte être mise, je dirais, dans un contexte, je dirais, de développement en utilisant, je dirais, certains aspects des technologies avancées. C'est le cas, par exemple, de l'énergie éolienne ou l'énergie solaire, par exemple. C'est le problème de communication également. C'est la problématique d'utilisation de l'Internet. Et là, nous avons fait même des essais pour essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire des transferts pour que des gens qui sont même analphabètes puissent utiliser les technologies de l'information de manière évidente, bien sûr, de manière orale, et ceci marche. Et ça marche même très bien. Donc je crois que c'est une question de philosophie et de concept, mais si on veut le faire, c'est tout à fait possible. Vous savez, de temps à autre, j'ai l'impression que nous sommes comme des cheminots qui constitueraient un train en mettant en tête des TGV, puis on y ajoute quelques wagons de la fin du XXe, et puis des wagons du XIXe, puis voire des wagons du XVIIIe siècle. Et on voudrait que tout ça roule à 500 km/h sur des voies qui ne sont pas forcément équipées pour pouvoir accepter les contraintes imposées par la société de la connaissance. Je crois que le travail que nous avons à faire au niveau de tous les États, puisque tu as parlé du problème des politiques publiques, et on parle beaucoup des États défaillants, mais on pourrait parler des défaillances des États, quand il y en a. Et dans les défaillances des États, il y a entre autres cette administration de l'effort collectif, en termes, je dirais, de réflexion sur les priorités, et notamment sur la vitesse à générer sur les différents attelages que vous mettez en place pour faire circuler l'information, les échanges, etc. Et je crois que ce qui caractérise notre période avec la globalisation, puisqu'on a parlé de la globalisation ce soir, c'est une grande bouillie cérébrale. Nous avons tout mis dans le même pot, sous prétexte qu'il faut aller très vite. Nous n'avons plus de capacité de prise de recul. Nous sommes dans l'instant. Nous sommes piégés par l'instant. Et en plus ça, Internet nous aide dans ce domaine-là, puisque une information met 7 secondes pour faire le tour de la planète. Et nous n'avons plus cette capacité, je dirais, de réordonnancement du rythme. Et alors, si je fais un petit mot de conclusion, à moins que tu veuilles encore une ou deux questions, non? Non, je crois que tout le monde a envie d'aller prendre un apéritif mérité. Moi, je voulais simplement dire que c'est très bien, on a beaucoup discuté de la globalisation aujourd'hui. Je crois qu'en dehors de 2 ou 3 interventions, on a en fait très peu parlé du Maghreb. Et quand on en a parlé, on a fait des projections linéaires d'une situation qui est là. C'est l'intervention de le professeur Joffé, qui, en définitive, si la situation actuelle, si la prospective, c'est la projection linéaire d'une situation, bien effectivement, il vaut mieux se plier bagage et se dire que ce n'est plus la peine. Je crois que c'est une prospective la vision d'une dynamique qui impelle, qui amène à des ruptures. Et je crois que les éléments de rupture existent. D'ailleurs, même sur le plan démographique. Les taux de démographie auxquels vous vous êtes référés, qui nous amènent à 50 millions en 2030, absolument, sont trop forts. Nous avons aujourd'hui une très très faible, une chute énorme de fécondité, qui fait que nous serons en 2034, nous serons 38 millions d'habitants. Par ailleurs, le Maroc est lancé depuis cette année dans une rupture avec toute la gouvernance antérieure, à partir d'une critique que nous a signalée Sib El-Mukhtar. Et il y a toute une évolution qui se fait, et il y a de véritables sources de croissance
immatériel qui crée des conditions nouvelles. Les 4 dernières années, nous sommes à des taux d'investissement qui varient entre 27 et 30%. Les investissements et les capitaux qui viennent du Moyen-Orient, il y a là des plateformes d'infrastructures qui se créent, qui jouent des synergies énormes avec des plateformes au Moyen-Orient et qui vont créer des courants d'échange énormes avec le Gibraltar, toute la partie et toutes les relations, toute la côte atlantique est en train de connaître une redynamisation. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui me frappe, c'est que la Tunisie est en train d'être appelée de plus en plus vers l'Est. Ce qui se passe aujourd'hui entre la Tunisie et la Libye, on a l'impression qu'aujourd'hui se forme un pôle moyen-oriental. L'Algérie est en train d'établir ses rapports directement avec l'Europe en tablant sur le pétrole. Et je crois que le Maroc est en train d'aller vers l'Europe, à travers tout ce qui se fait dans le Nord, vers l'Afrique et aujourd'hui vers l'Atlantique. Je crois qu'il y a une nouvelle géographie qui est en train de se mettre en place. Et cela va amener nécessairement des changements énormes. Deuxième changement d'ordre de l'aspect économique et géographique, disons, ou géoéconomique, il y a les changements de génération. Vous croyez, M. Joffé, que l'arrivée des jeunes aujourd'hui va maintenir les choses en Algérie, au Maroc et ailleurs dans la même situation? Parce que vous avez dit, eh bien, la position algérienne va continuer à être la même. Non, je ne pense pas. Les changements économiques, la libéralisation des économies nécessaires en Algérie amènera de plus en plus l'émergence d'élites économiques dont le rapport de force avec les élites militaires va changer. La perception du Maghreb va devenir une perception de plus en plus économique. Et dès lors qu'elle va devenir de plus en plus économique, les relations, les chances d'échange et la vision de l'espace va complètement changer. Entre nous et l'Espagne, il y a actuellement d'énormes possibilités de création de grands ensembles économiques formidables. Je crois que la prospective, ce n'est pas de la projection. C'est l'analyse des dynamiques et des ruptures que vont amener ces dynamiques. L'histoire ne va pas d'une manière linéaire, elle se fait par des sauts, parfois des retours rapides qui redémarrent sur de nouvelles perspectives. Je crois que votre intervention, moi je suis au contraire, je trouve qu'elle a votre intervention, M. Joffé, pour moi, elle avait un très grand intérêt, celui de nous dire que le pire aussi est possible. Et cela, c'est vrai. Bien, je crois que nous avons déjà atteint le pire, puisque nous sommes à des horaires. Je rajouterai, mon cher Ahmed, un élément à ta conclusion, un seul élément. Il ne faut jamais oublier que quels que soient les pièges qu'on a pu identifier en termes d'autisme ou de schizophrénie, les hypothèses de travail en termes de pragmatisme, de projet, etc., de coopération, de co-développement, etc., il y a un ingrédient majeur qui fait que les investissements viennent, que l'argent vient, que les jeunes ont envie
d'aller sur des projets, que toute une société se mette en marche, c'est la confiance. Et la confiance, c'est la seule chose dans les équations qui ne se décrète pas et qui nécessite une alchimie entre une population, des gouvernants, une administration et puis un rêve collectif. Voilà. Et je crois que c'est extrêmement important, il ne faut jamais l'oublier. Merci.